Oui, donc dernière table ronde sur la question de faire discipline, ce que je disais qui était voilà, en soi un sujet de débat. Et on va voir justement comment, enfin, on va questionner plusieurs points sur ce gros chantier de faire discipline, notamment d'abord la question de la place nouvelle donnée au cabaret dans les politiques culturelles, hein, et le travail de légitimation, de sensibilisation à l'indiscipline, hein, par les acteurs culturels à l'intérieur de l'institution. Et on va être amené aussi de poser la question de la formation à l'indiscipline, hein, à partir de certains parcours artistiques, lieux d'apprentissage et contenus d'enseignement, pour se demander effectivement comment on devient artiste de cabaret, hein, et s'il est possible d'en faire l'école. Et puis voilà, pour discuter de ces deux sujets principaux, Julien Fantou, donc artiste et professeur de cabaret à l'université Sorbonne Nouvelle. Ouais. Dottie Maclan, qui est artiste et coproductrice d'un festival ici à Reims qui s'appelle le Sacré Burlesque Festival, et donc tu as déjà l'occasion d'un peu parler tout à l'heure. Annabelle Poincheval, inspectrice de la création artistique à la DGCA. Nathalie Rizardo, donc, qui est chargée de mission au Chantier Nomade, donc, qui est un organisme de formation, et Emmanuel Vallon, qui est professeur d'université et sociologue. Alors, pour entrer directement dans la discussion et dans l'institution, Annabelle, donc, tu es l'auteur avec Pascal Laborie d'une étude intersectorielle et transdisciplinaire sur le cabaret publiée en 2024 et qui a permis donc l'aboutissement du plan cabaret par le ministère de la Culture. Donc avant d'aborder peut-être plus les enjeux de formation, j'aimerais que tu reviennes sur les difficultés à apprendre à appréhender cette dimension indisciplinée par l'institution. Quel obstacle tu as pu rencontrer dans ta mission justement de sensibilisation à l'indiscipline artistique et quelle stratégie tu as mis en place pour la dépasser? Alors, cette étude que nous avons menée avec Pascal Laborie, donc qui est maintenant arrêtée de bosser, la chance, qui était inspectrice pour la danse à la DGCA. Donc moi-même, je suis inspectrice pour le théâtre et les arts associés. Cette étude a été commandée par notre directeur général, Christopher Miles, à l'ensemble de l'inspection, sachant que pour lui, il s'agissait de travailler en intercollège, puisqu'on est un petit peu en silo à la DGCA, de faire travailler ensemble l'inspection théâtre, danse, musique et art visuel. Donc nos collègues musique et art visuel ont participé un petit peu, et puis on a mené avec donc ma collègue Pascal Laborie, inspectrice pour la danse, l'essentiel du rapport, qui est un état des lieux en fait du cabaret, du music-hall tel qu'il est aujourd'hui, avec son évolution et puis effectivement une proposition de politique culturelle à partir de ce qu'on a pu constater. Donc les difficultés qu'on a pu rencontrer déjà quand le sujet est tombé à l'inspection, tout le monde n'a pas levé la main. Ça n'a pas été l'engouement massif, mais voilà, on a été deux, en tout cas très très enthousiastes, Pascal et moi. Pourquoi ça n'a pas été l'engouement massif? Je pense que il y a justement cette question de la discipline qui arrête un petit peu les collègues qui ont l'habitude de travailler, comme je le disais, un petit peu en silo dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, sans forcément être dans une transversalité, se mélanger. C'est un truc qu'on fait assez rarement, qu'on commence à faire de plus en plus. Il y a eu derrière un rapport sur la performance qui a aussi mobilisé les 4 inspections, etc. Donc on commence à s'y mettre. C'est un peu long, mais on y arrive. Et donc je pense qu'il y a cette dimension-là. Et puis, donc en fait, c'est vraiment les deux aspects de la discipline. Il y a cette question disciplinaire, le champ disciplinaire, et puis la question de la discipline dans le sens, dans le sens de la rigueur et des règles, on va dire, qui au cabaret sont plus difficiles à cerner, voire pas toujours présentes, etc. Donc je pense que ça aussi, ça a un petit peu effrayé mes petits camarades. Donc au début, c'était un petit peu...
je ne vais pas dire qu'on rasait les murs pour autant, mais quand même, nos collègues nous regardaient un petit peu avec un petit peu de méfiance. Et puis, petit à petit, et au fur et à mesure qu'on en parlait en interne, ça a finalement gagné au sein de la DGCA, du ministère de la Culture, l'idée que le cabaret est aussi un endroit de création, bien sûr, puisqu'on travaille quand même à la direction générale de la création artistique. Donc notre angle d'observation, c'est vraiment celui de la création. Donc ça a été un des premiers écueils. Et puis après, quand on a commencé à rencontrer, puisque c'est une espèce d'enquête, hein, donc on a rencontré plein, une centaine de personnes, plein d'acteurs du cabaret, que ce soit des artistes, directeurs de lieux, programmateurs, diffuseurs, etc. Et tout ça au masculin et au féminin et à l'entre-genre aussi, bien sûr. On a pu entendre de la part notamment d'artistes une méfiance aussi de voir l'institution, le ministère de la Culture, s'intéresser au cabaret. C'est-à-dire qu'on a même entendu des artistes qui nous disaient, mais surtout, on ne veut pas être aidé, on ne veut pas de l'argent public, on a vraiment peur d'être pieds et poings liés si l'argent public vient au cabaret, et donc avec ses cadres, ses règles et ses conventions, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi, alors qu'on a entendu, on a beaucoup dialogué, et le fait qu'on ait pris le temps de dialoguer et avec beaucoup de personnes et d'aller voir aussi naturellement beaucoup de cabarets de tout type, de toutes sortes, c'est cabaret et musical, le champ d'observation qui était le nôtre, donc c'est un spectre vraiment très très large. Et le fait qu'on ait pu entendre et voir et se questionner beaucoup nous a permis en tout cas de faire une proposition d'accompagnement qui change un peu les règles du jeu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire au ministère de la Culture. C'est-à-dire que on a analysé, après j'espère que c'était juste, mais ce qu'on a analysé, c'est que la peur, la crainte, elle venait du fait que les aides du ministère de la Culture pour le spectacle vivant sont des aides qui sont destinées à des projets que le porteur de projet sait décrire avant même que le projet existe. Donc il sait faire un dossier en disant ça va être comme ça, je vais monter tel texte, l'éclairagiste ça va être un tel, donc forcément la lumière elle va ressembler à ça. Voilà, donc les choses sont très cadrées avant même que d'exister. Et donc on s'est dit que c'était sans doute une des choses qui faisait peur aux porteurs de projet du cabaret. Et donc on a détourné ça en proposant des aides qui sont des aides individuelles aux artistes. Ce que dans le rapport nous appelons l'aide à la créature, que la ministre a appelé l'aide au personnage, parce que je ne sais pas, elle a peut-être peur un peu des créatures, mais ça, voilà, je ne sais pas. En tout cas, c'est devenu l'aide au personnage, mais il s'agit de l'aide à la créature, c'est-à-dire une aide individuelle à des artistes qui vont en faire la demande et qui vont les aider à aboutir ou à transformer ou voilà, une créature. Et à partir de là, bien entendu, ils iront jouer où ils voudront, avec qui ils voudront et de la façon dont ils voudront. Donc voilà, on a essayé de détourner ce qui existait pour que ça n'encadre pas trop la création du cabaret. Et puis, on a proposé aussi des aides à la résidence de façon à permettre à des artistes et des groupes d'artistes de travailler dans des lieux et d'avoir des espaces de travail comme ça se passe ici. Hein. On a été très inspirés par M. Bruno Lobé, et entre autres, mais, et d'autres. Hein. Et donc voilà, on a essayé de détourner les choses comme ça. Voilà, je crois que c'est déjà pas mal, non? Pour je peux continuer, hein, mais faut m'arrêter un moment. Tu as le temps, en tout cas. Si tu as envie de rajouter quelque chose, tu peux rajouter. Non, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je laisse un peu de suspense. Ouais, super. Merci. Ça marche. Donc effectivement, là, il y a cette question de donc, tous ces dispositifs qui accompagnent effectivement le plan cabaret, permet effectivement la structuration, accompagne ce mouvement d'institutionnalisation. Et Emmanuel, c'est des processus que tu as pu étudier, ces processus d'institutionnalisation de pratiques culturelles longtemps marginalisées. On parlait notamment à la pause, par exemple, de la question du hip-hop ou des pratiques de la danse urbaine et de voir un petit peu les évolutions. Donc, est-ce que, à partir de certains de ces exemples, et afin vraiment de comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui pour le cabaret,
Tu pourrais revenir sur un peu les grandes lignes, les étapes en fait de ces processus d'institutionnalisation? Oui, je ne sais quoi qui m'amène ici, Camille, sur votre invitation. Comme dirait Madame Arthur, c'est peut-être l'origine linguistique du mot de cabaret, puisque j'ai des vagues origines belges, et que c'est une chambrette en flamand, et ça devient ensuite cabarette, et ça devient au XIIIe siècle le lieu apparemment confiné où un certain nombre de choses interdites peuvent avoir lieu. Bon, sinon, peut-être aussi était-ce mes 25 ans d'occupation d'un logement juste en face du chat noir apocryphe, enfin le faux chat noir, celui qui est à côté des Trois Baudets, à 2 pas du Moulin Rouge. Non, je crois plus sérieusement que, outre les études universitaires un peu à la croisée des chemins entre études théâtrales, sciences politiques, sociologie de la culture, c'est aussi le fait que j'ai accompagné ces mouvements de légitimation en tant que président de ce qui s'appelait à l'époque Hors les Murs et qui a été intégré dans le Centre de ressources pour les arts de la scène Arsena, à savoir une association nationale pour les arts de la rue et les arts de la piste. Et quand on compare ce qui est en train de se produire sous nos yeux, ici même, je pense que cette rencontre fera date justement dans les processus d'institutionnalisation. Ça sera considéré peut-être comme l'une des étapes, au moins pour la prise de conscience collective et la mobilisation de ce qu'on n'osera pas appeler une corporation, mais qui forme quand même un ensemble de corps de métier et de métiers corporels. Eh bien, ce qui frappe, c'est d'abord, je trouve, cette volonté de mettre la marge au centre. Et ça, aussi bien dans les arts de la rue, qui étaient en général animés par des compagnies qui, faute de subventions, faute de lieux, faute de toits, avaient été chercher le contact direct avec le public et donc théorisaient aussi cette adresse directe, sans quatrième mur, cette proximité, cette interpellation avec les spectateurs. C'était également le cas pour tous ceux qui, dans les arts du cirque, se trouvaient doublement exclus, à la fois par les institutions théâtrales traditionnelles, mais également évidemment par les enseignes du cirque conventionnel. Et ça a aussi certaines accointances, certaines ressemblances avec ce qui s'est passé dans les arts de la marionnette, plus récemment encore dans les arts du mime et du geste, ou encore dans les arts du conte et du récit. À chaque fois, il y a d'abord la remise en cause de la convention, la déconstruction de cette convention, qui peut être, dans le cadre du cabaret, aussi bien d'ailleurs celle du music hall que celle d'une certaine forme de cabaret, de café-théâtre pour chansonniers, disons plus rive droite que rive gauche. Par exemple, les Deux Ânes, encore tout près du Moulin Rouge, montrent qu'on peut faire des cabarets de droite, ça existe, et même d'extrême droite dans une certaine mesure. C'est le rapport aussi au nom, la recherche d'une dénomination collective qui puisse servir à circonscrire une ère d'exploration et de revendication. Cela, les sociologues le décrivent quand ils nomment des champs ou des sous-champs à la façon de Pierre Bourdieu, champ littéraire, champ du roman. Mais c'est relativement pertinent quand on voit que, ici même, le mot de cabaret a été défini, malaxé. J'ai beaucoup aimé entendre dire que c'était le lieu du désir, que ça pouvait être l'endroit, évidemment, où l'on voit comme le théâtre, mais l'endroit où l'on boit, comme Flaubert le rapporte dans une petite nouvelle que peut-être je pourrais citer tout à l'heure s'il nous en reste le temps, mais aussi le lieu de l'antre. Quelqu'une a dit ça tout à l'heure et ça m'a beaucoup plu, un lieu du trouble également. Donc tout cela, c'est assez typique de cette manière dont on cherche à d'abord prendre le pouvoir sur le plan sémantique. Les autres étapes et conditions d'une institutionnalisation, c'est d'abord effectivement
la manière dont les membres des professions concernées, et ne sont pas uniquement des artistes, ça peut être effectivement des chargés de production, des directrices et directeurs de lieux, des programmatrices ou des programmateurs, mais aussi des techniciennes et des techniciens, s'investissent dans la construction d'une identité collective. Alors pour ce qui est des arts de la rue, c'était le travail de la Fédération des arts de la rue, dite la Fédé, qui n'était pas à une contradiction près, puisqu'elle aussi, elle réclamait une reconnaissance publique, alors qu'il s'agissait d'abord et avant tout de porter une revendication de subversion et de transgression dans l'espace public. Ça a été le cas d'un syndicat qui s'est appelé du Nouveau Cirque et qui maintenant s'appelle du Cirque de Création. Ça a été le cas de THEMA, l'Association pour le théâtre de marionnettes et des arts associés. Et puis je vois que c'est le cas d'Écoscène maintenant qui semble effectivement se chercher aussi un nouveau langage et de nouveaux adhérents. Mais cette mobilisation, elle doit à un moment donné, parce qu'on est en France et que la légitimité est toujours certifiée et même dans une certaine mesure calibrée par des autorités ministérielles, en tout cas depuis qu'existe un ministère de la Culture qui a l'habitude lui aussi de distribuer des labels, un au début, Centres dramatiques nationaux, à partir de 1946, 13 aujourd'hui avec les centres nationaux de marionnettes, en attendant effectivement les centres nationaux des créatures ou de la création indisciplinaire. Je ne sais pas comment ils seront appelés, mais ce qui est sûr, c'est que à un moment donné, il y a cette revendication d'une mise à l'agenda officiel qui passe à la fois par l'inclusion dans des dispositifs et dans des processus d'octroi de subventions, mais également par une calendarisation. Le fait de se retrouver, à un moment donné, peut-être pas avoir son jour de fête nationale, mais pour les arts de la rue, il y a eu en pleine année électorale, une année des arts du cirque. Ce n'était pas si évident de le faire passer, mais on a réussi à vendre ça au Premier ministre et au ministre de l'époque, et à la direction, ce qui n'était encore que la direction de la musique, de la danse, du théâtre et du spectacle du ministère de la Culture. Pour les arts du cirque, c'était l'année des arts du cirque, il y a eu une saison des arts de la rue. Il y a eu la belle saison pour le théâtre pour l'enfance et la jeunesse, beaucoup plus récemment, qui lui aussi réclamait davantage de reconnaissance. Et de même pour les marionnettes, il y a eu une co-construction avec le ministère de ce qu'on peut appeler aussi un cycle sur 3 ans de structuration du secteur et de construction d'un certain nombre de dispositifs. Et je note qu'il y avait des aides spécifiques et aussi des aides à la résidence. Mais tout cela n'aurait peut-être pas des effets durables s'il n'y avait pas aussi tout de même une affirmation identitaire qui dépasse le simple champ sémantique et qui passe par la mise à l'affiche d'un certain nombre qui passe par l'incarnation, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, dans l'espace public, des personnalités s'imposent. Et c'est là peut-être qu'on commence à rentrer sur les terrains plus glissants de la récupération, de la marchandisation, de la commercialisation, ou tout simplement de la standardisation. C'est-à-dire que dès lors que... j'ai noté par exemple que parmi les artistes qui ont réfléchi en amont de cette rencontre et qui peut-être y sont intervenus, plusieurs d'entre elles et d'entre eux sont venus de l'opéra. On peut prédire qu'à un moment donné, de la construction d'une carrière, de l'affirmation d'une identité professionnelle, le succès venant, l'opéra rattrapera ces brebis galeuses, ces brebis égarées, pour demander de les inscrire dans des grandes productions parce que leur façon de faire, effectivement, irrévérente, effectivement, allant de manière spectaculaire à l'encontre d'un certain nombre de conventions, se trouvera
portera la promesse d'un succès public. Donc il y a toujours un jeu dialectique, hein, qu'il faut bien comprendre, entre l'affirmation de son indiscipline et la possibilité d'une réintégration, voire d'une mise au pas ou d'une mise à la niche, parce qu'il ne faut pas oublier que même lorsque on commence à parler de subventions, et c'est le cas dans les musiques actuelles depuis très longtemps. Maintenant, on a beaucoup de structures qui sont subventionnées, même si les collectivités territoriales aujourd'hui mettent à mal les financements croisés concernant, par exemple, les SMAC, les scènes de musique actuelles. Eh bien, quand on regarde les masses financières qui sont concernées par rapport aux arts du théâtre, par rapport à l'opéra, par rapport à la musique symphonique, évidemment, la reconnaissance publique n'entraîne pas forcément la réévaluation des budgets. Hein. On a toujours une disproportion très très manifeste qui continue de grever les systèmes de production. Et je termine un mot pour dire que justement, c'est peut-être l'explication pour laquelle au début vos collègues de la DGCA pouvaient être un petit peu inquiets de l'intérêt que vous portiez au cabaret, parce que ça touchait à deux Grisby, si j'ose dire. D'abord, pardon de le dire comme ça, mais le magot, il n'y a pas beaucoup d'argent à distribuer, enfin, il y en a un petit peu moins maintenant. Donc, dès lors qu'on ouvre un nouveau guichet, il y a la crainte qu'on doive fermer plus tôt les autres, ou en tout cas en restreindre l'accès. Et deuxièmement, cette valeur de légitimité, ce prestige, cette noblesse de l'art que l'on accorde à des arts qui ont pu être considérés comme relativement impurs, ou en tout cas très hétérogènes, et qui met finalement en scène le rapport entre le public et le privé. Car si on peut maintenir les arts du cabaret dans une certaine marginalité, ce n'est pas simplement parce qu'il choque le bourgeois ou parce qu'il provoque cette confusion des genres, à la fois le trouble dans le genre à la façon de Judith Butler et la confusion de genre à la façon de Jean-Paul Manganaro. Non, c'est aussi parce que tout simplement, ils se soutiennent eux-mêmes par les noces entre l'artiste et le limonadier. Et donc, tant qu'on soupçonne, tant qu'on postule que les ressources pécuniaires sont du côté du débit de boissons, hein, que c'est bien le lieu où l'on boit plus que le lieu où l'on voit, le lieu où l'on croise, le lieu où l'on métisse, eh bien, on peut dire ça ne nous concerne que de façon marginale ou temporaire. Merci. Alors, on n'a pas abordé la question de la formation dans ces processus d'institutionnalisation, alors que c'est aussi un des périmètres aussi d'identification dans les dispositifs, notamment de subvention. Donc, c'est un autre point de la conversation centrale, puis après, on reviendra peut-être sur un autre éclairage après cet autre tour de table. Sur la question justement des parcours, et tu faisais allusion à la formation à l'art lyrique et à l'opéra. Et Julien, j'aimerais que tu nous aides peut-être à comprendre ce parcours de formation des artistes de cabaret, qui est un élément qui est très difficile à avoir accès en fait dans les informations. Donc, est-ce que tu pourrais revenir sur ton parcours de l'art lyrique à l'expérience du cabaret? Oui. Bon, c'est pas si simple, c'est-à-dire c'est un parcours de vie aussi. Moi, j'étais régisseur plateau avant, et puis en 2000, j'ai appris que j'étais séropositif. Et la même semaine, j'étais donc régisseur plateau, je chantais en montant le décor à l'Opéra de Bordeaux, et une chanteuse me dit oh, tu as une voix intéressante, viens dans ma loge, on va voir ce qui sort, etc. Et là, je découvre un rayonnement de mon être, quelque chose qui allait sauver ma peau, je sens ça. Être séropo en 2000, c'était encore très teinté d'angoisse. Et là, je décide de faire corps avec ce rayonnement, et donc j'apprends à chanter, ça dure 10 ans, je quitte mon travail de régisseur plateau,
Et je parviens à obtenir des rôles, etc. Mais c'était un vrai parcours du combattant. Je me souviens je raconte un peu ma vie, hein. Je me souviens avoir dit à ma mère, je veux être chanteur d'opéra, et elle m'a répondu, oh, tu veux toujours ce qui est impossible. Donc, puisque de toute façon, maintenant, je m'en rends bien compte, grâce à mes 3 analystes consécutifs, que avoir désiré ce qui était impossible, c'est peut-être ce qui m'a maintenu en vie, d'une. Et donc j'ai fait corps avec ça, je suis rentré dans la lumière de la scène, etc. Mais j'ai toujours été une brebis galeuse de l'opéra parce que, un, PD, ça j'arrivais pas à le cacher, et deux, ces repos, ça il fallait absolument le cacher. Parce que le milieu de l'opéra travaille beaucoup avec des agents. La temporalité, c'est sûr, vous gagnez des concours, on vous fait gagner des concours si vous êtes en bonne santé et on vise les 10, 15, 20 ans, etc. Et ce retour du passage à l'opéra, moi, j'y crois pas du tout. À partir du moment où j'ai fait du cabaret, fini les avis d'audition, fini, voilà. Et j'étais bien heureux de ne plus avoir à tenir des rôles de féminicide aussi. C'est quand même très mortifère comme répertoire et je suis ravi de pouvoir rayonner sainement au plateau avec ma sensibilité, ma poésie et camper, comme on disait avant le mouvement queer. Donc ça, j'y crois pas une seconde. Il y aura toujours des lauréats du concours Reine-Elisabeth à qui on mettra des hautes formes. Ah oui, oui. D'accord, excusez-moi, ça m'a rendu un peu agressif. Donc le cabaret est un chemin sans retour. Ça, c'est évident pour moi. Parce que je ne fais plus que ça. Et même, on m'a invité à l'enseigner à l'Institut d'études théâtrales, à la Sorbonne Nouvelle. Alors, je trouve ça un peu foufou quand on m'a appelé pour me proposer ça. J'ai dit, bah, écoutez, je vous dirai oui, mais je vous rappelle dans un quart d'heure. J'ai rigolé, j'ai trouvé ça vraiment fou. Mon père est prof, j'ai un Oedipe qui s'est construit contre mon père. Donc je me disais, c'est quand même incroyable, ça me tombe sur moi. Je sais que c'est à moi. Là, je sais que ce rôle est pour moi, le vrai rôle en fait de la transmission. On est en France. Il y a ce rapport au savoir du ruissellement. Je suis un enfant de la République, c'est comme ça que j'ai appris que je suis allé au théâtre, grâce à l'école, etc. Donc je me suis dit, là, il y a une bascule des responsabilités. Là, tout à coup, je n'avais pas le syndrome de l'imposteur, en fait. Donc j'ai rappelé, j'ai raconté un peu ma vie, cette fois-là aussi, et j'ai dit oui. Et je pensais que j'allais le faire en pâte à ch'touille. J'ai tendance un peu, donc ayant ce parcours d'opéra, etc., j'ai aussi quand même cette culture-là. Et je me disais, ah, grande duchesse de Gerolstein, j'irai en pâte à ch'touille. Bon, j'ai vu les budgets de la FUC, je me suis dit, bah non, je ne vais pas me prendre un taxi, me maquiller chez moi à 9h du mat, etc. Donc j'y suis allé en moi-même. C'était un peu différent déjà. Les responsabilités sont tout autres. Et ma fiche de poste, parce que je me suis fait une petite fiche de poste de pâte à ch'touille, de mon personnage, elle a un peu changé avec les gamins de la fac. C'est quand même beaucoup plus de responsabilités. Ils sont très démunis, surtout à l'université. Ce pas des enfants que les parents ont inscrits au conservatoire. Ils n'ont pas nécessairement de corps de métier, comme on dit à l'INM. Ils n'ont pas appris de cours de piano, de danse, etc. Ils ne savent rien faire, en fait. Ils savent penser, ils ont du désir, ils sont pétris de désir. Et ce non-savoir-faire, c'est une chose que je m'attelle à protéger infiniment. Et du coup, ça m'émeut de penser à eux. Ils sont si mignons. Et voilà. Et ça me remet à ma place d'aîné aussi. Moi, je suis rentré dans le métier, mon premier contrat pro, j'avais 33 ans. J'ai jamais été un jeune artiste. Donc, je sais, j'ai beaucoup d'angoisse pour eux. Beaucoup d'angoisse pour eux. Et artistiquement, ils me repositionnent à un endroit que j'aimais beaucoup quand j'étais étudiant en art plastique. C'est l'endroit de l'arte povera. Ils n'ont même pas de quoi s'acheter du maquillage. Du coup, l'atelier maquillage, on est là avec des jambes de collant coupées, des filets de mandarine, juste pour sentir que quand on se déplace, l'air sur la peau est différent. Et ça donne une carapace. Ça, c'est un filtre entre soi et le monde. On expérimente, on cherche. Et je me dis, et puisqu'on est à la fac, on n'est même pas obligé de trouver. On est là pour chercher. C'est encore un espace pour ça. Et j'adore ça. C'est fabuleux. Ils sont... Et donc, dans ma fiche de poste, autant sur le plateau, dans ma fiche de poste, j'ai mis foutre la merde, apporter la joie, pousser le bouchon. Autant là, j'ai mis être un soutien d'émancipation, me taire et les écouter. Voilà, des choses qui ne sont pas mon endroit au plateau.
Et ça me rend, c'est un peu personnel quand même, et ça me rend un homme meilleur, plus généreux, pas en quête de succès. Je découvre des choses aussi sur mon travail. Je me dis, le succès est un outil de travail, rien de plus. Si on le cherche, on ne le trouve pas, ou alors il sent mauvais, l'argent mal gagné, mal dépensé. Des choses comme ça, un peu modestes. Mais je ne sais pas ce qu'ils deviendront. Ouais. Ouais. On a eu l'occasion d'en parler dans les autres tables rondes. Il y a aussi le fait de se former au cabaret par ses propres moyens et la scène, l'exploration de la scène aussi comme un espace de formation en soi. Et Dottie, justement, tu évoques d'ailleurs dans la biographie qu'on a que tu es en quête d'apprentissage permanente. Et aussi le rôle du compagnonnage entre les artistes, du collectif, du rapport à certains modèles, par exemple, qui ont pu être inspirants dans ta façon de te construire, toi, en tant qu'artiste professionnel. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette dimension de ton parcours? Oui, alors c'est vrai que nous, donc déjà, j'aurais adoré, moi j'ai fait lettres modernes, j'aurais adoré faire un cours d'apprentissage du cabaret. Écoute, en tout cas, tu en parles divinement bien. Ça donne envie. Est-ce que tu acceptes des élèves de 44 ans, peut-être? Nous, je dis nous, hein, je vais parler plutôt en mon nom parce que je ne suis pas comment dire. Bref, dans le burlesque, dans les feuillages burlesques, il y a quelque chose qui est constant, c'est qu'on n'a pas de formation, on vient un peu de partout. On a beaucoup d'artistes et feuilleuses burlesques qui ne viennent pas d'une formation artistique. C'est vraiment, on passe de l'amateurisme, du loisir, du hobby en fait, et certaines d'entre nous arrivent à petit à petit à arriver à en devenir professionnels du métier. Moi, je viens du théâtre amateur en fait. Je n'ai pas fait d'études d'art. J'étais dans une troupe de théâtre totalement amateur où on faisait du vaudeville parce que les pièces étaient gratuites. Voilà, on n'avait pas d'argent. Et quand j'ai découvert le milieu de l'effeuillage burlesque, je me suis un peu lancée comme ça en me disant j'y vais, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donnera. Et 16 ans plus tard, je suis là, donc comme quoi tout est possible. Et l'importance, moi quand j'ai commencé il y a 16 ans, il n'y avait pas beaucoup de choses, en tout cas en France, au niveau des feuillages burlesques. Il y avait quelques artistes, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas toute cette émulsion qu'on arrive à trouver là depuis quelques années. Donc il a fallu se former, s'auto-former. Et entre passionnés en fait de cet art, on a beaucoup étudié, on a beaucoup lu beaucoup de choses en anglais parce qu'il n'y avait pas grand-chose en français. On s'est renseigné de nous-mêmes, on a écumé YouTube pour regarder visuellement les artistes. C'était beaucoup des artistes d'outre-Atlantique. Et on s'est aussi, formés les unes les autres par petits groupes, par expérience. Alors moi, je venais du théâtre. Dans mes connaissances, il y avait une danseuse de ballet. Il y avait pas forcément des artistes, mais des gens qui avaient une expérience de la vie. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais pas encore 30 ans, donc j'étais pas une jeune artiste non plus. Donc, j'ai pas connu ça à 18 ans. Ce groupe de femmes, hein, principalement, ça a créé quelque chose d'assez beau parce que de se montrer, de se donner des avis qui n'étaient pas des avis professionnels finalement, puisqu'on était complètement des amatrices et que on se donnait juste des avis d'un point de vue un peu spectatrice, un petit peu nouveau. En fait, c'était tout ça, c'était très nouveau pour nous. Et ce qui nous a permis en fait de grandir ensemble et de créer tout un univers, toute une troupe et de trouver dans cette troupe-là notre individualité en tant qu'artiste. Beaucoup de travail et effectivement, après, c'est vrai que les écoles ont commencé à un peu s'ouvrir beaucoup à Paris. Donc, on passait des dimanches entiers à Paris à faire des allers-retours la semaine et des occasions qui se présentaient, comme par exemple, il y a une quinzaine d'années, il y a la troupe du cabaret New Burlesque avec Titane Deville et Dirty Martini qui étaient venus en France faire une tournée. C'était un peu avant le film justement qu'elles avaient tourné avec Mathieu Amalric. Et il se trouvait qu'elles donnaient des workshops, des cours, des ateliers. Donc voilà, moi, mon premier cours burlesque, vraiment, je l'ai fait avec Dirty Martini. Je ne sais pas si
Vous imaginez? Oui, voilà, donc c'est plutôt sympa. Laissez-moi vous dire que j'avais l'impression d'avoir 5 ans et demi. Voilà, j'étais devant le plus gros cadeau de Noël qui existe du monde. Vraiment, c'était incroyable. Et on s'est dit, voilà, ce qu'il faut faire, l'envie, la passion, eh ben, on va tout donner, quitte à effectivement perdre, entre guillemets, parce que c'est pas une perte, finalement, c'est un investissement, voilà, de l'argent dans les trains et dans les, tout ça, tout notre argent de notre travail de la vraie vie passe dans le burlesque, en fait. Hein, voilà, on prend des cours de tout et de n'importe quoi. On prend des cours de claquettes, on prend des cours de cabaret, des cours de couture, des cours, et on s'auto-forme comme ça. Et je pense que d'ailleurs, de mon point de vue, l'artiste passe sa vie de toute façon à apprendre et à se former. Et pas seulement en prenant des cours, mais aussi en faisant, comme on disait, pour faire cabaret, en allant faire des scènes, en défonçant des portes, et on se retrouve à faire des scènes un peu complètement, parfois c'est des scènes complètement one again, hein. On arrive, on ne sait pas du tout, et on apprend l'expérience, et dans ces scènes-là, on rencontre des personnes, d'autres artistes, qui font que ça crée encore plus quelque chose entre nous, et c'est une communauté. Nous, ce qu'on fait dans le burlesque, c'est un peu niche, hein, quand même, on n'est pas non plus beaucoup. Et c'est vrai que là, depuis moins de 10 ans, il y a une émulsion incroyable. On a des écoles qui sont ouvertes. Moi-même, ça m'a pris du temps à me trouver légitime à donner des cours, mais maintenant, je peux le dire, je donne des cours tous les jeudis à Reims, par exemple, et des ateliers spécifiques aussi. Et malgré tout, je continue à me nourrir des expériences de mes collègues, des spectacles que je vais voir. Je continue à passer ma vie sur YouTube à regarder ce que font les collègues. Je prends des cours aussi. Voilà, en ce moment, je prends des cours spécifiques sur des éventails, alors que ça fait 10 ans que j'ai un numéro d'éventail. Vous voyez, ça n'empêche pas que je continue à... Voilà, je paye un abonnement en ligne tous les ans et j'écoute des Australiennes me raconter comment manipuler des éventails en plumes, par exemple. Je pense que c'est quelque chose de... Pour moi, l'apprentissage, il est constant. Et le fait de faire sur n'importe quelle scène, je dis souvent à mes élèves, c'est intéressant de montrer son travail, non seulement à un public professionnel, hein, ça peut être du casting, n'importe quoi, mais aussi à des gens qui n'y connaissent rien. Parce qu'ils partent de rien, de zéro, et eux, ils ont un avis éclairé. Et voilà, chacun son avis, ça nous permet de grandir. Après, on fait le tri, on prend ce qui nous intéresse. Tant que ça reste constructif, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que chaque artiste, je ne vais pas dire se doit, parce que chacun a son point de vue, mais est en constant apprentissage, en fait. Et la vie, l'expérience fait que on apprend sans cesse. Et voilà, pour moi, c'est ça qui est beau. Alors, il y a effectivement cette diversité des parcours aussi individuels des artistes, la nécessité aussi de multiplier les savoir-faire dont tu parlais, d'outils, et puis cette circulation aussi entre les arts. Alors, Nathalie, c'est des problématiques effectivement que tu es amenée à rencontrer dans le cadre de ton activité au chantier de Nomade. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait rentrer un petit peu plus dans le contenu concret des projets pédagogiques qui peuvent être proposés au sein des chantiers nomades, la place du cabaret qu'il y a dans cet organisme de formation, voilà, à travers un exemple, par exemple, de ce qui a été conçu à cet endroit. Et puis je mets le... Donc, nous, on est un organisme de formation continue. Donc, on s'inscrit dans la formation tout au long de la vie, comme ça vient d'être très bellement annoncé, détaillé. La question de l'institution, alors nous, on est une toute petite équipe et on n'est pas une équipe de l'institution. En revanche, on s'inscrit dans le cadre de l'institution via les fonds de la formation continue. Et ça, c'est important d'en parler parce que, à ma connaissance, il n'y a qu'en France où la formation continue, la formation tout au long de la vie, peut bénéficier de financement via les cotisations patronales. Donc, par ce biais-là, on s'inscrit quand même
dans le cadre de l'institution. Par ailleurs, on a aussi, ça c'est notre façon de travailler, vocation aussi à accompagner les artistes en étant aussi en dialogue, trialogue, multidialogue avec les professionnels qui viennent de l'institution, les scènes nationales, les CDN, etc., mais aussi les compagnies, aussi les artistes indépendants, les établissements d'enseignement, etc., etc. Donc, on est, nous, une association de droit privé, mais totalement en écoute et en coopération permanente avec les professionnels et principalement de l'espace public, on va dire. Alors l'aventure avec Jérôme et Jonathan, alors on a déjà fait 3 chantiers nomades dédiés au cabaret. Les 2 premiers avec Jérôme Marin et Jonathan Capdevielle. On en a fait un 3e avec Pierre Notte. Et puis, on va en faire encore un nouveau avec Jonathan et Jérôme en décembre au Quartz à Brest. C'est une histoire, moi, que j'aime beaucoup parce que moi, j'y connais absolument rien en termes de cabaret. Je ne suis pas une artiste, je suis juste là sur essayer de comprendre quels sont les besoins, les attentes des artistes et les accompagner via depuis notre endroit de la formation continue. Et l'aventure avec Jérôme et Jonathan vraiment leur revient parce que nous, on était en dialogue, on travaillait déjà avec le CDN d'Orléans à l'époque. Et donc, on était déjà en dialogue avec eux. Et puis, nous, on avait très envie, je ne connaissais pas Jérôme Marin, je l'avoue, et on avait très envie d'inviter Jonathan Capdevielle et le CDN d'Orléans également, et puis la connaissance de Jérôme, etc. Et c'est-à-dire que la construction du chantier nomade avec le premier chantier nomade avec Jérôme et Jonathan, c'est vraiment fait grâce à ce trialogue, on va dire, entre le CDN, Jérôme et Jonathan et les chantiers nomades. Il n'y a pas voilà, donc ça, j'aime beaucoup cette façon de travailler. On est toujours beaucoup plus intelligent à plusieurs, ça on le sait. Et là, pour le coup, ça a été vraiment une très belle aventure. Alors, les chantiers, c'est effectivement de la formation continue. Alors, le mot formation peut parfois faire un peu peur, ou alors on pourrait avoir envie de le mettre à distance. Nous, ça fait 20 ans qu'on travaille d'abord avec des artistes en activité, des artistes qui ont un désir de partage. Je parle des artistes intervenants qui ont un désir de partager leurs pratiques, leurs questionnements, etc., avec donc un public de professionnels, puisque nous, notre champ, c'est la formation professionnelle. C'est donc des chantiers on invite, en tout cas, nous, on essaye de mettre en place je ne vais pas dire une philosophie, mais en tout cas un procédé de travail le plus transversal possible et le moins vertical possible, même si, évidemment, on invite des artistes à venir avec leur savoir-faire, leur savoir-être, toute leur connaissance de la problématique artistique qui est traitée, et évidemment, d'accompagner les artistes en formation. L'idée, c'est quand même, maintenant, c'est des stages qui durent plutôt 2 semaines. On a réduit un petit peu le champ, mais pendant très longtemps, on était sur 3, 4, 6 semaines parfois. Donc, l'idée de la recherche et du temps nécessaire était là. Maintenant, c'est un peu plus concentré, mais ça aussi, c'est bien fait. L'idée, c'est quand même de faire communauté, de faire groupe, faire troupe parfois, même de manière éphémère, pour découvrir parfois une problématique, une esthétique, un champ artistique, le développer, le consolider, et puis parfois aussi le remettre en question. Ça nous arrive aussi que les artistes, via un chantier nomade, vont dire « Ok, bon, finalement, ce champ-là, j'y vais pas, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est pas pour tout de suite, ou c'est pour jamais. » Voilà, donc ça, c'est aussi très intéressant, parce que la formation continue permet aussi aux artistes de se repositionner et d'être
parfois un peu plus clairs sur ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils ne veulent pas faire et dans quel cadre ils veulent le faire et quelles sont leurs exigences aussi en tant qu'artistes. Évidemment, c'est sortir de l'isolement. Alors ça, c'est pour le champ du spectacle vivant, c'est un peu général aujourd'hui, mais alors le cabaret, c'est aussi une pratique, on va dire, et vous l'avez bien évoqué tout au long de la journée, plutôt de pratique solitaire. Donc là, l'idée, c'est de réunir des artistes pendant 2 semaines autour de cette problématique, et ça, c'est fondamental, parce que vous verrez, j'ai fait un petit compte-rendu, un petit peu des apports, des retours sur les chantiers qu'on a menés. Et la question d'avoir la chance de regarder ses camarades travailler, de voir aussi des personnalités extrêmement différentes et des approches différentes, des diversités territoriales différentes, des diversités géographiques différentes, avec donc aussi des problématiques différentes, des pratiques venant de formations différentes, initiales ou pas, hein, le compagnonnage, le travail auprès d'autres artistes. Et donc ça crée ça permet quand même d'assouvir une belle curiosité qu'ont les artistes quand ils viennent sur les chantiers. Et donc ça, c'est extrêmement important. Après, ce qu'on a de manière commun aux 3 chantiers et aux futurs 4 chantiers qu'on aura mis en place pour l'instant, c'est évidemment la joie. Alors ça, je crois que c'est vraiment, rien que pour ça, je serais heureuse de pouvoir continuer à faire ces chantiers nomades. Le plaisir, le désir, la joie d'être pendant 2 semaines sur un plateau à partager cette expérience avec les autres professionnels. Évidemment, le partage de pratiques, d'esthétique. Évidemment, les questions techniques, de maquillage, de transformation, de costumes. Donc ça, c'est aussi, il y a des aspects très techniques qui sont abordés dans ces chantiers-là. La question du chant en live avec un piano. Il y a toujours un pianiste qui accompagne les artistes pendant ces 2 semaines. Et ça, on verra aussi dans les retours de stagiaires, cette question du chant en live, c'est finalement une question qui est très importante. On en a parlé dans la journée de la chanson. Voilà. La question de l'accident aussi, j'avais noté, et quelqu'un en a parlé tout à l'heure à la table, merci, parce que c'est aussi une question qui est abordée dans les chantiers nomades, évidemment, et ça, c'est évidemment, je rends à Jérôme et Jonathan la propriété intellectuelle du contenu de la formation, mais la question de l'accident, c'est une question évidemment extrêmement importante. Et ce n'est pas la question pendant le chantier de l'éviter, bien au contraire, mais de savoir quoi en faire quand il arrive et d'être un petit peu préparé à ça. J'avais noté aussi, évidemment, la question de l'écriture, parce que la création ou le développement d'une créature, ça passe aussi par l'écriture aussi textuelle. Et ça, Jérôme et Jonathan ont fait écrire, et Pierre note également la question voilà, on est passé par l'écriture dans le cadre de ces 2 semaines de formation. Il y a évidemment toute la partie historique, sociologique, etc. Alors là, Jérôme a amené ça aussi à chaque fois. Beaucoup aussi sur l'histoire, même le cabaret berlinois, etc. Donc ça, de savoir d'où on part, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cabaret pour les artistes qui sont là. Donc ça, c'est très important. Il y a évidemment, la majorité du temps, c'est de la pratique, mais il y a la question quand même de savoir aussi qu'est-ce que c'est que cette histoire-là. Là, il y a eu un gros travail aussi sur la question des maîtresses et maîtres de cérémonie. Voilà, puisque la question n'est pas simplement la question de la créature et de son solo, mais la question d'une dramaturgie, éventuellement. Voilà ce que j'avais noté pour ne rien oublier. Et voilà, Jérôme pourra peut-être aussi compléter. Et la question, évidemment, du rapport au public, fondamentale.
Donc, les chantiers nomades, en général, la question du public ne se pose pas, sauf sur certains sujets. Et là, sur le cabaret, donc c'est des chantiers où, à un moment donné, il y a présentation, en tout cas rencontre avec le public, obligatoire, puisque ça fait partie d'un des premiers enjeux de cette pratique. Merci Nathalie. Est-ce qu'on peut peut-être passer assez rapidement sur les profils, quelques-uns en tout cas, profils et peut-être les évaluations, enfin commenter un tout petit peu ce schéma que tu m'as envoyé, tu vois, qui est affiché là. Voilà, sur peut-être partir sur ça pour donner juste quelques informations. Ça, c'est la géographie des stagiaires des 3 chantiers nomades qui ont déjà eu lieu. Voilà, je vous en dirai 2 petits mots. Pour ces 3 chantiers, on a reçu 184 dossiers de candidature, ce qui est quand même assez énorme. Et on a donc accueilli 44 stagiaires. Donc là, c'est la géographie des stagiaires, non pas des candidatures, mais enfin, j'ai quand même regardé. Ça correspond, mine de rien, un petit peu à la physionomie des autres candidatures. Ce qui est très intéressant, alors nous, on s'appelle les chantiers nomades, donc la question du nomadisme, elle est au cœur de notre façon de travailler. On est grenoblois, donc on s'est inscrit, je ne suis pas à l'origine, mais je suis arrivé assez rapidement dans les chantiers nomades. Et la question de la décentralisation, mais au vrai sens et au sens le plus noble du terme, était au cœur vraiment de notre façon de travailler. Et là, c'est vachement intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une grande diversité d'origine des stagiaires. Et il y a 2 pics, au-delà de l'Île-de-France, il y a 2 pics, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et ben c'est deux territoires où on a fait des chantiers nomades. Donc le fait d'aller faire des chantiers comme ça sur l'ensemble du territoire national en décentralisation, ça permet aussi à des artistes de ces régions-là de se sentir concernés et invités à la fête. Voilà. Donc ça, c'est un bon... Voilà, je trouvais que ce tableau était assez intéressant. Et puis ça prouve aussi que, évidemment, les artistes ne sont pas uniquement en Île-de-France, mais ils travaillent absolument sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est sur la formation, les origines de formation initiale des artistes. 66% sont issus de l'enseignement supérieur, c'est énorme. C'est pareil, c'est les 44 stagiaires, hein, ça reste tout à fait modeste comme analyse, mais enfin, ça en dit long. Et je reconnais aussi, de manière générale, l'évolution des stagiaires des chantiers nomades depuis 20 ans. C'est-à-dire que, évidemment, avec le développement de l'enseignement supérieur, le développement des écoles sup et tout ça, il y a de plus en plus d'artistes qui sont passés par l'enseignement supérieur. Les autres formations, c'est les conservatoires d'arrondissement, les écoles privées, voilà, je ne vais pas les citer. Et puis, évidemment, la formation in situ auprès d'autres artistes et de partenaires. Ça, c'était un petit tableau des motivations de départ. Alors, je n'ai pas fait le détail des motivations vraiment individuelles, mais quand on a plusieurs façons d'évaluer les chantiers, et donc il y a un questionnaire d'une 40aine de questions qui est envoyé aux stagiaires à l'issue de la formation. Et puis on a tout un processus aussi de discussion et d'analyse autre, mais ça, c'était les raisons pour lesquelles ils ont voulu s'inscrire au chantier nomade. Donc on voit qu'il y a alors il y a plusieurs réponses possibles, hein, bien sûr, mais la majorité, c'était quand même un contenu pédagogique, artistique en lien avec un projet professionnel en cours ou à venir. Donc il y avait déjà cette inscription dans l'idée du cabaret pour les arrivants, pour les stagiaires, les artistes intéressés. Voilà, puis après, voilà, les réponses sont au tableau, quoi. Vous pouvez, voilà. Donc la question de l'approfondir un savoir, la question de l'apprentissage, bien entendu, la question de la découverte, comme
comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Non, non, mais c'est très bien. Ça, c'était au départ les attentes. Alors c'est pas forcément classé par ordre d'importance sur. Voilà, j'ai pas eu le temps d'avoir cette finesse-là d'analyse. Mais quand même, de manière générale, le premier champ qui arrive, c'est échanger entre professionnels, hors des cercles habituels. Bon, l'échange, le partage, ça c'est vraiment se retrouver ensemble. Ça c'est voilà. Découvrir évidemment l'univers et la pédagogie de Jonathan Capdevielle, de Jérôme Marin, de Pierre Notte, voilà. Ça va vite. Parce qu'on a peu de temps, voilà. Mais je pense qu'on peut lire aussi en même temps. Et puis, ouais, alors là, c'était les apports et bon, découverte. Alors c'est évidemment, j'ai beaucoup plus de réponses que ça, mais j'ai essayé de faire un résumé pour pas qu'il y ait trop d'écrits sur le tableau, mais le cabaret comme force collective, le poids politique, la force de frappe de l'écriture, l'enrichissement venant d'autres disciplines artistiques, la profondeur de la matière évoquée, éprouvée. Enfin, voilà, vous pouvez lire ça. On va dire, c'est un résumé, voilà, de ce qu'ils ont pu y trouver à l'issue de ces chantiers. Je voulais quand même dire aussi que sur les 44 stagiaires, on en a eu 3 qui venaient des arts du cirque, puisque dans le rapport que vous avez rédigé, il y a cette question aussi vous regrettez un peu que finalement que le cirque ne se sente pas particulièrement concerné. Alors, effectivement, nous, on fait aussi le choix, quand on constitue un groupe avec les intervenants, de favoriser la diversité des expressions et des pratiques. Donc, on a eu la chance d'avoir des artistes intéressés qui venaient des arts du cirque. Donc, on s'est bien empressé de les intégrer dans les groupes de travail. Voilà. Et puis, il y en a aussi quelques-uns qui, et je sais pas, on n'a peut-être pas eu le temps de le voir ça, mais qui viennent aussi pour des enjeux pédagogiques, c'est-à-dire qu'ils viennent aussi découvrir la façon dont les artistes intervenants transmettent leurs pratiques. Et on a pas mal d'artistes qui sont aussi titulaires du diplôme d'état d'enseignement du théâtre ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant, etc. Et ça fait partie aussi, dans les bilans, dans les évaluations, ça fait partie des retours qu'on a, c'est-à-dire l'idée aussi de la transmission que ces artistes vont avoir à mener aussi par ailleurs, ou mènent déjà par ailleurs. Voilà. Un petit peu aussi les enjeux de mise en scène. Voilà, on a des artistes qui sont des artistes... voilà, qui venaient développer des créatures, etc., mais qui avaient aussi un regard sur la mise en scène et qui avaient des velléités aussi d'être en capacité, puisqu'on n'a pas eu le temps de voir, mais dans les bilans, il y a aussi l'idée il y en a qui avaient comme envie de pouvoir créer des lieux, etc., etc., et ça peut donner aussi des envies de mise en scène. Voilà. Merci beaucoup Nathalie pour cet aperçu vraiment détaillé aussi des propositions faites au chantier nomade. Alors le temps presse, la question effectivement du rôle de pédagogue dont tu évoques là à la fin, vous l'avez un petit peu aussi évoqué dans la première question, vous avez un petit peu synthétisé ces deux enjeux, donc je pense qu'on ne va pas avoir le temps d'y revenir parce qu'on doit quitter vraiment le plateau pour que Jérôme puisse aussi se préparer pour la restitution. Donc, on ne va pas pouvoir vraiment déborder sur la pause. Peut-être juste pour terminer, ouvrir sur la suite, en fait, de cette question d'une transmission indisciplinaire. Hein. C'est vraiment ça, quand même, l'enjeu là de faire discipline. Hein. Comment on continue à accompagner par l'institution, par le travail artistique, par le travail pédagogique, cette transmission. Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole, peut-être Emmanuel ou
Ou Julien. Julien, non. Un petit mot dans le fil de ce Ouais. qu'ont dit Doty, Julien et Nathalie. Les exemples abondent évidemment, mais on ne sera sûrement pas dans le modèle CNAC, Centre national des arts du cirque, c'est-à-dire une haute école qui se construit sur une décision ministérielle et qui aboutit aussi à la promotion d'une forme esthétique et même d'un certain type de spectacle. Tout le monde se souvient du cri du... Enfin, tout le monde se souvient. Non, les plus vieux, les plus chenus d'entre nous, les plus déplumés d'entre nous se souviennent du cri du caméléon qui, à un moment donné, a été un moment de révélation de ce que pouvait produire comme type de spectacle et aussi comme type de compagnie, sous la direction, en l'occurrence, du chorégraphe Joseph Natch, une promotion issue d'une école supérieure dont l'enjeu était quand même d'abord et avant tout de transmettre des techniques, parce que ça a toujours été très présent dans la transmission des arts du cirque. On va peut-être être plus proche de deux modèles, l'un antérieur et l'autre postérieur. Antérieur, la manière dont les chorégraphes contemporains, au départ, se sont formés en atelier et en voyage, dans le nomadisme, justement, en allant au Japon étudier le buto, en allant chercher des choses aux États-Unis, en Allemagne, un petit peu partout, et en travaillant en chambre, en petite chambre, mais avec petit à petit des formations qui viennent reprendre ces éléments et qui les codifient, comme le Centre de danse contemporaine d'Angers, comme le Master Exerce à Montpellier, ou évidemment comme les classes des ballets juniors des deux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse. L'autre modèle, le plus improbable, est issu du débat qui a eu lieu dans les arts de la rue à propos de la possibilité ou non d'une formation, alors qu'il y avait le même type d'hétérogénéité, la même variété de matières à affronter, de la technique de la représentation en espace public jusqu'au rapport avec le public, en passant par la pyrotechnie et beaucoup d'autres choses, et bien sûr l'administration et les modes de gestion. Et finalement, là encore, formation avancée itinérante pour les arts de la rue, qui s'est créée à Marseille et qui est logée maintenant dans la Cité des Arts de la Rue à Marseille, mais qui travaille en réseau et en partenariat avec d'autres. Donc, les chiffres que Nathalie nous a montrés montrent bien que en France, d'abord, on a encore une prédominance du facteur urbain, ce qui est encore accentué pour le cabaret, qui est encore peut-être trop un phénomène métropolitain. La décentralisation, là aussi, va devenir nécessaire parce que dans le monde rural aussi, on est à la recherche de formes de convivialité, de proximité, d'altération réciproque. Et puis, deuxièmement, qu'il y a un allongement de la durée de formation. Ça entraîne un recul de l'autodidaxie, la formation par soi-même, mais aussi une appétence très réelle pour les transmissions croisées entre professionnels. Donc, toutes les expériences qu'on peut vivre les uns vis-à-vis des autres. Donc, je pense, mais ça, je me tourne vers la personne qui a l'oreille du ministère, que la solution, évidemment, ne serait pas, en tout cas à court terme, une école supérieure de cabaret, bien sûr, mais une sorte d'infiltration des préoccupations de rapport au public les plus directs et les plus contagieux dans l'ensemble des écoles supérieures telles qu'elles existent, et aussi un renforcement des moyens mis à la disposition des formations continues. Ben, merci. C'est tout à fait ça. Effectivement, on a pensé dans ce que le ministère peut faire, parce qu'après, il y a plein de formations qui viennent du privé, d'autres initiatives, etc. Et voilà, et c'est super important. Mais dans ce que le ministère peut faire, on a effectivement pensé l'approche du cabaret comme une infusion. Vous parliez d'infiltration. On pensait, nous, à l'idée de l'infusion, c'est un petit peu la même chose, effectivement. Et donc, on a pu faire entrer dans le schéma national d'orientation pédagogique, qui est le cadre d'intervention dans les 450 conservatoires de France, qu'ils soient à rayonnement régional, départemental ou communal,
on a fait entrer la possibilité de travailler sur le cabaret. Et les conservatoires, donc je parle des conservatoires dans les villes et les petites villes même, hein, et voire dans des départements très ruraux, comme voilà, il y en a dans plein de départements, la possibilité de travailler avec les cursus théâtre, musique et danse, puisque ça existe dans les conservatoires. Donc du coup, c'est quand même un endroit assez intéressant pour ça. Et donc, on a ouvert la porte. Après, s'en saisit qui veut. C'est-à-dire, il n'y a pas d'obligation à cet endroit-là. Et de même qu'on a réussi, alors pour l'instant uniquement dans le diplôme national supérieur, le DNSP de marionnettiste, on a réussi on a inscrit dedans la possibilité aussi d'une approche du cabaret. Donc voilà, ça ce sont des petites choses, mais ce sont les textes réglementaires, c'est le cadre, hein, c'est la discipline, et après s'en empare qui veut, et comme il veut surtout. C'est ça qui est important. Merci. Tu voulais intervenir, Julien, pour finir peut-être une dernière... Mais oui, il y a cette notion de temporalité, en effet. Moi, je les pousse à s'émanciper une fois de plus. Et je leur dis aussi, la fin du monde, c'est dans 10 jours. Là, allez, on fait Pestac, quoi. C'est-à-dire que vous avez peut-être un Wagner en vous, mais bon, on t'a pas appris à composer ou quoi. Tu as une pulsion créatrice. Donc, c'est celui qui fait qui a raison. Il trouve un bar, il se maquille avec du charbon ou je sais pas quoi. Et puis voilà, on crée. C'est en Sian que Léonard de Vinci, non? Ouais. Non, moi j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que voilà, comme le dit Julien, il faut faire et faire quand on a envie, quand on peut. Et c'est vrai que nous, artistes de cabaret, on est tous uniques finalement. Donc cette unicité fait de nous une grande famille, et avec les tontons bourrés et les tatas problématiques, voilà, on n'a pas le choix. Ce qui compte, c'est de faire et de se faire plaisir aussi. Et on y va, quoi. Allons-y gaiement. Merci beaucoup tous les intervenants et intervenantes de cette table ronde. Ça déborde en fait. Moi, je pense que je vais encore réfléchir pendant quelques jours et on aurait envie de continuer à discuter et à ouvrir le débat avec le public. Mais voilà, je dois encore tenir mon rôle de discipline, voilà, voilà. Et donc on va libérer la salle pour pouvoir enchaîner. D'abord une petite pause de respiration, un petit café. On laisse l'espace vide pour que Jérôme et ses élèves puissent s'en emparer. Et on se retrouve tous pour justement faire le prolongement de cette discussion sur faire discipline avec une restitution d'un travail pédagogique donc qui débutera à 18h15 précise et qui devra se terminer à 19h30 précise aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des trains à prendre après. Merci infiniment à tous et à toutes et à tout à l'heure.